a été pas surpris, mais enfin, on a vu le Congo s'engager dans le marché obligataire. Alors, en mettant en place ces fameux bons de trésor, ce qui est surprenant, messieurs, vous prendrez la parole l'un et l'autre après, c'est que ces bons, en fait, le prix d'entrée est de 1 million de francs CFA. Or, on a vu par les temps antérieurs, des bons d'entrée, notamment du Gabon, du Cameroun qu'on a vu, à 10 000 francs CFA, ce qui permettrait, je dirais, aux Congolais lambda, aux Gabonais lambda, de pouvoir s'acheter 2 ou 3 bons de trésor et en même temps, peut-être permettre à ceux qui thésaurisent de pouvoir mettre un peu d'argent officiellement. Or là, on est quand même surpris et cette opération, visiblement, a eu un vrai succès puisque les résultats sur le blog des Zana TV, que vous avez en même temps analysé Bernard Richard Bogabeka, c'est un grand succès malgré les réticences. Enfin, qu'est-ce qu'on peut en dire rapidement de ce marché obligataire, du gain qui a été obtenu, quel usage va en être fait? Est-ce que c'est quelque chose qui a été fait que pour les plus nantis ou bien on a pensé à tous les Congolais professeur Okaba? Disons que ce n'est pas la première fois que le Congo va sur le marché des obligations. Ce marché a été ouvert en 2011 au niveau de la CEMAC. Le Congo y est allé maintenant, ça fait la 3e fois. La première fois, c'était avec Eker. Donc, un emprunt de 60 milliards de francs CFA et rémunéré autour de 6% sur 5 ans. Un coupon, évidemment, valait 10 000 francs CFA. Et le syndicat, donc, c'est-à-dire le groupement des banques qui devait s'occuper de cette affaire, il y avait trois banques qui devaient s'en occuper. Et finalement, cette première action, eh bien, n'a ramené que 10 milliards, c'est-à-dire à peu près 16% des sommes attendues. Et au final, l'opération a été annulée le 17 juillet 2017. Annulée tout simplement. Et Eker était donc obligé de rembourser les sommes d'argent qui avaient déjà été encaissées. Ça, c'est déjà un premier élément. Alors, je peux peut-être ajouter le fait pourquoi ça n'a pas marché. Mais tout simplement parce que sur ce marché, c'est d'abord une affaire de confiance. Quand vous émettez des titres, l'entreprise qui émet donc des titres, ici c'était Eker, même si c'est via l'État, puisque c'est une entreprise d'État, eh bien, il y a une affaire de confiance. Or, Eker avait déjà donné beaucoup de signaux négatifs sur le marché. Un surendettement abyssal, des pertes d'exploitation invraisemblables, et lancer donc un emprunt obligataire dans ces conditions n'intéresse personne. Bon, voilà le premier cas. Ça s'est passé donc en février 2016. Le deuxième emprunt, c'est celui qui a été lancé en 2016, au décembre, notamment le 15 décembre. Là, c'était pour 150 milliards au taux de 6,5. Vous voyez, le taux monte. Durée 5 ans, avec des coupons de 10 000 également, comme cela se fait couramment sur ce marché. Oui. Avec un syndicat de placement de 5 banques. Et l'opération, jusqu'en 31 mars 2018, eh bien, on a déjà encaissé 74% des sommes attendues. Donc, c'est quelque chose qui marche. Maintenant, le troisième, celui que vous avez présenté et qui a surpris plus ou moins tout le monde, ce sont les bons du Trésor, donc assimilables à des obligations, qui ont été donc lancés le 6 juin 2018 pour une valeur donc de 4 000 milliards au taux de 6,70 pour le taux le plus élevé et à 6,21 pour le taux le plus bas. Là, ça ne compte que sur 7 mois. C'est-à-dire, c'est quelque chose de très rapide et à court terme. Alors, la technique n'est plus la syndication, c'est-à-dire le regroupement des banques en un syndicat de placement, c'est l'adjudication. Bon, c'est à peu près la même chose, mais avec une nuance, c'est que les créanciers sont divisés en 2 groupes. Donc, ceux qui achètent à 1 million de coupons, oui,
Et ceux qui vont acheter, peut-être à 10 000, ils n'auront pas le même taux. Vous voyez? Ceux qui achètent à 1 million, ben, ils auront 6,70. Et les autres, ben, ça va être un taux marginal qui sera calculé. Et l'opération a été vite réglée. 53 000 milliards donc, ont été encaissés, soit une rentabilité de 32,5. C'est énorme. Et ça s'est fait très rapidement. Alors, la question est donc de savoir, est-ce que c'est pertinent pour le Congo aujourd'hui d'aller sur ce type de marché, étant donné la situation financière? Car en fait, qui peut acheter ces actions? Qui peut acheter ces titres aujourd'hui sur le marché? Quel est le Congolais lambda qui peut acheter des bons à 1 million? Donc on s'imagine que ça ne s'adresse pas aux Congolais seulement. Pas seulement aux personnes physiques, mais aussi aux personnes morales, des entreprises qui peuvent acheter ces actions. Et la pertinence de telles opérations, jusqu'ici, je pense que la commission qui contrôle, l'organe qui contrôle la COSIMAF. Oui, l'organe qui contrôle la faisabilité de ces opérations ne s'est pas prononcé pour savoir si ceux qui ont acheté ces titres, quelle était leur qualité et d'où venaient les fonds. Car en fait, il y a toujours une opération de contrôle qui se fait derrière tout ça. Parce que si c'est de l'argent blanchi, par ailleurs, vous savez que c'est interdit au niveau de la CEMAC. Il y a une disposition qui date de 2003 et qui interdit donc au niveau du marché financier tout financement à caractère donc de blanchiment des capitaux. Nous avons même fait une émission, une tribune là-dessus, bon, pour dire que c'était une réussite dans un premier temps et que maintenant cette réussite est soumise aujourd'hui à l'approbation de l'autorité de régulation de marché financier. Au niveau de l'Afrique centrale. Au niveau de l'Afrique centrale d'abord. Voilà. Vernet Charbekabeka, par rapport à ce marché obligataire, donc le professeur Okamba a plus ou moins restitué sur le plan historique ce qui s'est fait jusqu'à maintenant, en commençant par Eker, que vous connaissez bien, jusqu'à ce jour, ces titres que certains pourraient racheter à 10 000 francs. Aujourd'hui, on part déjà sur 1 million, bien sûr, avec la fluctuation au niveau du taux. Qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui? Est-ce que le Congo a vraiment besoin d'être sur ce marché? Non, mais je voudrais d'abord faire un petit point sur ce marché-là. Et l'émission obligataire que Eker a lancée en tant qu'entreprise n'a rien à voir avec les bons de trésor. Et vous parlez de près de 10 000 francs. Dans le marché obligataire de la CEMAC, il existe deux types de bons de trésor. Ce qu'on appelle les OAT, les obligations de trésor assimilables, qui, eux, sont à 10 000 francs l'entrée et qui sont à long terme, c'est-à-dire de 2 ans et plus. C'est ça les OAT, qui sont à l'entrée à 10 000 francs. Mais par contre, les BT1, c'est-à-dire que les bons de trésor assimilables, eux, qui sont de très courte durée, c'est-à-dire de 12, 26, 52 semaines. C'est tout. Et eux, l'entrée, il est à 1 million. Parce que, en fait, les bons de trésor, ça sert à financer juste la trésorerie. Et il est vrai, le professeur Okamba l'a dit, que le marché obligataire dans la zone CEMAC a ouvert et créé en 2011. Mais l'un des meilleurs emprunteurs de ce marché-là, c'est le Cameroun. Le Congo est rentré dans ce marché qu'en 2017. Et si vous regardez les projections du Congo en 2018, le Congo a prévu de collecter, c'est-à-dire d'emprunter 60, enfin le trésor, parce que c'est le trésor public qui est habilité à émettre des bons de trésor dans ce marché-là. Et avant de continuer là-dessus, pour revenir sur, parce que les Congolais se posent souvent la question de savoir, mais oui, mais est-ce que ce n'est pas de l'argent qui est dans les paradis fiscaux, donc de l'argent sale que les gens pourraient injecter dans l'achat de ces obligations?
Je ne sais pas, je ne saurais le dire. Mais lorsqu'on voit comment fonctionne le marché des BTA, c'est-à-dire des bons de trésor, vous avez ce qu'on appelle des spécialistes en valeur de trésor, c'est-à-dire les SVT. Au Congo, on a un réseau de 16 SVT. En fait, les SVT, ce sont des banques, ce sont des organismes financiers. Monsieur Makosso qui veut acheter un bon de trésor, il ne va pas aller se présenter au trésor avec ses liasses de billets. Donc, monsieur Makosso est obligé de passer par ce SVT-là, qui est une banque. Donc, il y a une traçabilité. Et cette banque ne va pas acheter ce trésor, ce bon, en allant au trésor. Non. Il y a la BEAC. Donc, il y a une banque centrale qui centralise tout ça. Et j'ai du mal à penser qu'une banque centrale puisse accepter de valider des opérations sur de l'argent sale. Ceci pour dire que pour moi, il y a impossibilité d'acheter les bons de trésor avec de l'argent sale. Et lorsque vous voyez les bons de trésor du Congo, rien que à partir de 2017, vous allez voir le peu d'engouement que cela suscite. Parce qu'on mesure la valeur des bons de trésor à travers son taux de rentabilité. Et pour la première fois, là, le bon de trésor du 6 juin, il a suscité un engouement exceptionnel, avec un taux de couverture de 132,5%. C'est-à-dire le Congo voulait emprunter 4 milliards, il y a eu plus de soumissionnaires là-dessus, mais le Congo on n'a que 4 milliards. Mais ce qu'il faudrait analyser, on ne va pas interdire au Congo, quelle que soit sa situation, on ne va pas l'interdire d'émettre les bons de trésor. C'est un moyen de financement de la trésorerie. Et je vous ai dit que pour l'année 2018, le Congo compte emprunter 76 milliards. C'est la prévision du trésor public. Donc, c'est tout à fait intéressant. Mais ce qui n'est pas pertinent, ce qui n'est pas pertinent pour le Congo actuellement, c'est que parmi les pays membres de la zone CEMAC, le Congo emprunte à des taux élevés. Le Cameroun emprunte à un taux qui tourne autour de 3%. Le Congo, il a un taux maximum de 6,70%. Or, lorsqu'une obligation a un taux d'intérêt élevé, ça veut dire que les investisseurs n'ont pas confiance au pays. C'est pour cela, donc, les investisseurs exigent une prime de risque. Parce que regardez, le même taux, la même émission faite par le Cameroun a emprunté à 3%. Même durée, 26 semaines. Mais le Congo à 6,7%. Donc, lorsque le taux d'une obligation est élevé, c'est que, parce que le taux, c'est pas le Congo qui le fixe, hein. C'est une négociation lors du dénouement de l'opération. Donc, c'est ce manque de pertinence. C'est-à-dire que le Congo aujourd'hui, le Congo aurait pu entrer dans ce marché lorsqu'il avait des excédents budgétaires, lorsqu'il avait son compte de placement pour les générations futures. Il aurait pu rentrer dans ce marché. Pourquoi? Parce que les bons de trésor assimilables a cet avantage pour un pays, c'est qu'il offre à un pays tout de suite des liquidités. Et que le pays n'a pas des mensualités et des annualités à rembourser. Ce n'est pas comme une dette, ce n'est pas comme un prêt qu'il faut rembourser tous les mois. Le bon de trésor, vous le remboursez. C'est-à-dire que là, ce sont des bons de trésor précomptés. C'est-à-dire, monsieur Makosso, vous allez acheter un bon de trésor, tout de suite, vous touchez vos intérêts. C'est-à-dire qu'on vous donne vos intérêts. Et au bout de 26 semaines, donc la durée du bon de trésor, l'État congolais vous rembourse votre capital emprunté. Bien sûr, escompté, bien sûr. Mais vous retrouvez cela. C'est ça l'avantage de ces bons de trésor. Donc, le trésor public congolais, en réalité, n'alourdit pas la dette du Congo. Mais sauf que, c'est pas pertinent. Actuellement, vu la situation du Congo, c'est pas pertinent d'être rentré dans ce marché, dans ces conditions, parce que là, ils empruntent à des taux trop élevés. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Oui. Voilà, on a bien compris, professeur Okamba. Oui, sur ce point, on est tout à fait d'accord. Vous voyez que la prime de risque est quasiment le double. Exactement. Le double, donc, du taux du Cameroun.
Tout à fait. Et à ce niveau-là, le Congo n'a aucun intérêt à faire ça. On est d'accord. C'est pas du tout pertinent. Mais pourquoi on le fait finalement alors? Ce qui est quand même bizarre à vous entendre depuis le début, c'est que le Congo, on fait des choses comme si les gens qui le font ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Non, non, mais c'est ma question. Non, mais Ils ont besoin de faire Mais, quelque non, mais chose. ils sont bien obligés. Ils sont Ils bien ont obligés. besoin de faire quelque Ils chose. sont bien obligés de le faire compte tenu de la situation parce qu'ils ont besoin, on a un besoin de trésorerie. d'accord. Le trésor public, c'est comme le trésorier d'une entreprise. Quand vous êtes directeur financier d'une entreprise, vous avez des échéances exigibles. C'est-à-dire, à la fin du mois, votre entreprise, vous devez payer des salaires, vous devez payer des charges. Ça, c'est le trésorier. Donc, le trésorier, il a anticipé ça. Et il se rend compte qu'à la fin du mois, il regarde le compte bancaire de l'entreprise, il n'y a pas l'argent. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le trésorier? Qu'est-ce qu'il va faire un bon gestionnaire? Il va aller voir le banquier, il va négocier par rapport à son trou de trésorerie. Mais comme le trésor public ne peut pas le faire auprès d'une banque commerciale, raison pour laquelle on a créé ce marché obligataire. Donc, soyons tous d'accord, on ne va pas en vouloir au trésor public de le faire. Mais sauf que c'est pas pertinent pour le Congo. D'accord. On va laisser le professeur Okamba continuer. Voilà, juste pour finir, un dernier point. Parce que c'est vrai que tout à l'heure j'ai dit que l'avantage des BTA, c'est que le pays n'a pas des mensualités, n'a pas des annuités à payer. Mais il faut quand même dire que le marché obligataire a des risques aussi. Il y a un risque, le risque de taux, par exemple. Le risque de taux pour le pays, mais le risque de taux pour l'investisseur aussi. Parce que quand le taux d'une obligation augmente tellement, augmente aussi, ben tu perds si l'investisseur veut vendre son obligation, il fera une moins-value. Mais il y a aussi, par exemple, le taux d'un défaut. Si le pays fait défaut, ça voudrait dire quoi? Finalement, l'argent que le trésor a emprunté viendrait finalement gonfler le stock des dettes. Donc, c'est pas du tout pertinent pour le pays d'avoir lancé ce marché en ce moment. On est tout à fait d'accord. Donc, en termes d'opportunité, le Congo aurait pu faire ça au moment où il y avait le pétrole coulait à flot et où le pays avait suffisamment d'argent. C'était le moment au trésorier d'engranger suffisamment de fonds en passant par ce marché qui existe quand même depuis 2011, c'est-à-dire avant la crise. Tout à fait. Voilà. Et le Congo n'a pas profité. Bon, maintenant, aujourd'hui, le trésorier général se trouve face à une réalité, c'est que dans les caisses sont vides. Bon, quitte à payer très cher, le double de ce que coûte réellement le marché, si on prend le taux de référence comme celui du Cameroun, qui est de 3%, le Congo paye 6,70%. Bon, le calcul est vite fait. On n'a pas besoin d'avoir été à la Sorbonne pour faire ce calcul, pour comprendre qu'on va du simple au double. Et ça coûte donc très cher. Maintenant, ceux qui ont acheté ces actions, personne morale ou personne physique, vous et moi, ou une entreprise quelconque qui a acheté, ben, il y a le risque. Le risque, c'est que le Congo ne puisse pas, au moment opportun, honorer son engagement. Et si le Congo n'honore pas, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'obligation va tout simplement s'écrouler, le taux va baisser et il y aura une perte sèche. Donc, quand on s'engage sur un marché comme celui-là, même si Monsieur Landa ou Madame X qui veut acheter ses actions passe par une banque, le fameux syndicat de banques dont je vous ai parlé tout à l'heure, le groupement donc des banques qui se sont engagées pour vendre ces actions. Bon, même en passant, ça n'exclut pas le risque. Le risque est toujours là pour l'investisseur, mais aussi pour le trésorier, c'est-à-dire pour le trésor public congolais. Donc, ce sont des choses qu'il faut manipuler avec beaucoup de prudence et le faire vraiment au moment où le pays est en situation financière saine. Bon, là, nous sommes dans une situation assez compliquée. C'est vrai, il faut de l'argent, mais il ne faut pas que ça coûte trop cher aux contribuables. Alors, il y a un risque que nous, les profanes, nous mesurions qu'avec nos yeux, c'est celui de l'argent sale. Et vous nous dites, Berlin Bikadeka, qu'il ne peut pas avoir de l'argent sale
par rapport à ces bons et à ces obligations. Or, on sait quand même, peut-être c'est le succès. Est-ce qu'aujourd'hui, vu le succès, est-ce qu'aujourd'hui les créanciers ont confiance subitement au Congo en lui donnant autant d'argent, ou bien, comme le pencherait le Congolais qui est assis dans un Ghana du côté de Vungu là-bas, en disant qu'il y a des gens, sans doute au Congo, qui doivent aussi peut-être passer par des banques, qui vont rapatrier l'argent qu'ils ont gardé ici ou ailleurs, afin de pouvoir plus ou moins récupérer du cash et pour apporter des solutions pour ce combat. Est-ce que ce risque est vraiment écarté quand on voit les autres par rapport à la situation du Congo et tout cet argent extérieur? Alors, le risque de rapatriement d'argent, c'est quand même assez difficile à faire parce que ceux qui sont allés laisser l'argent dans les paradis fiscaux, croyez-moi, c'est pas évident à faire sortir cet argent. C'est pas évident. Donc, pour une opération qui s'est faite quasiment en une journée, en 2 ou 3 jours, hein, ça s'est très vite fait. Donc, si vous n'avez pas de liquidité sur vous au moment opportun, c'est très difficile d'aller rapatrier des milliards à l'étranger pour les emmener. On dit qu'il n'y a pas besoin de banque, il n'y a pas besoin d'aller avec des nguiris directement au trésor, disait Verlin Beka. Donc, oui, mais vous savez qu'au Congo, très peu de personnes utilisent le chèque. Très peu utilisent même la carte bleue. Donc, c'est des espèces qui circulent. Donc, quelqu'un qui veut acheter, par exemple, des obligations de 10 millions est obligé donc d'avoir des nguiris sur lui pour aller le faire. Tout le monde le voit. Bon. Donc, c'est vrai, le risque n'est pas écarté. Il n'est pas écarté à 100%. Ça, c'est le travail de, justement, l'organe qui doit s'assurer absolument de la qualité donc des acheteurs, mais aussi la qualité des fonds, c'est-à-dire la traçabilité des fonds, d'où viennent les fonds des gens qui ont acheté. Est-ce que ce sont des virements qui viennent de l'étranger? Est-ce que ce sont les virements dans les banques locales? Oui, mais de quel compte à quel compte? Ça, c'est un travail que l'autorité de régulation doit faire pour justement valider ces opérations. Voilà, donc là aussi, on attend une validation. On attend une validation. Alors, Bernard Richard Kabeka, vous avez tout à l'heure écarté d'un revers de main en disant il ne peut jamais avoir peut-être concurrence sur tous les dieux. Non, on peut pas dire jamais, mais il faudrait tout de même rassurer. Je connais très bien ce domaine d'activité, c'est-à-dire celui de la sécurité financière et de la lutte contre le blanchiment, qui est mon domaine professionnel en réalité. Et aujourd'hui, avec les règles prudentielles, notamment de BAN, avec toutes les organismes tels que les GAFI qui contrôlent sur le contrôle des banques, pensez-vous qu'une banque va prendre le risque de non-conformité en acceptant des transactions qui seraient suspectées? Je pense que la banque ne prendrait pas ce genre de risque-là, parce que le risque de non-conformité est énorme. Souvenez-vous ici en France, vous avez vu des banques comme la BNP et d'autres banques, les amendes qu'ils ont pu avoir. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un intérêt pour une banque, même s'il veut jouer l'intermédiaire pour racheter les bons de trésor pour son client, d'accepter de l'argent qui viendrait avec des nguiris dans son agence, à qui on vient de... Non. Non, cette idée-là, il faut l'écarter. Essayons de rester sur une logique, parce que même si on voudrait que chez nous, rien ne soit logique, mais je ne m'imagine pas qu'un Congolais bien guirisé va venir à la banque avec ses sacs de nguiris, voir son SVT pour dire, voilà, moi j'ai 10 millions, achetez-moi. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et, donc voilà, non, c'est vrai qu'il y a un problème au niveau du détournement, et justement c'est un des instruments qu'il faudrait également mettre en place dans nos pays, c'est notamment sur la lutte contre le... Pourquoi d'ailleurs aujourd'hui au Congo, on trouve des millions ou des milliards chez des gens? Si les banques étaient aussi perméables, voilà, pas regardant, mais pourquoi ces gens-là ne déposent pas leur argent dans leur compte en banque? Non, aujourd'hui, rien que déontologiquement, je vois mal une banque
qui va accepter de prendre de l'argent dont il ne connaîtrait pas l'origine? Déjà, il se mettrait en faute. Il se mettrait en faute, il se mettrait en non-conformité et ça pourrait lui coûter cher. Donc, écartons cette idée de lyrisation, hein, tous ces propos qui polluent un peu le débat constructif et intellectuel des Congolais. Soyons sur les faits, rien que les faits, hein, des choses établies. Maintenant, s'il y a des lyrisés, croyez-moi, je suis le premier à les arrêter si j'avais la possibilité de le faire. Mais sauf que là, vous et moi, on ne peut pas le faire. Voilà, on ne peut pas le faire, mais sauf qu'il y a encore Rob Francis qui est un peu sceptique, qui dit: pensez-vous qu'il soit si difficile de déposer 1 million de francs CFA dans une banque de la place et d'effectuer une telle opération? Il y a aussi Blaiseline Citri qui dit: ça va être du blanchiment en passant par des prête-noms et des sociétés fictives, professeur Okamba. Non, mais la responsabilité ici, c'est la responsabilité de la banque. Si la banque accepte ça, mais il se met en faux. C'est ça que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas possible. Mais logiquement, dans la règle, si une banque accepte de prendre de l'argent, imagine que M. Makosso va arriver dans une banque. Vous ne citez que moi, M. BKBK, je pense que... Donc, c'est un exemple. On va dire le professeur Okamba. Dans une banque, il n'a pas de compte. Il n'a pas de compte. Il n'a pas de compte. Donc, il n'y a pas une relation, ce qu'on appelle le kawasi, la connaissance du client. La banque ne connaît pas ce client. Il va accepter qu'un client lambda arrive dans ses locaux, lui redéposer 1 million, 10 millions de dollars de francs CFA. Enfin, je ne sais pas comment fonctionnent les banques du Congo. Si c'est comme ça que les banques du Congo fonctionnent, bon, certainement. Et je ne voudrais pas leur porter ce jugement-là. Moi, je considère les banques travaillant avec la même rigueur que la BNP, enfin, que les banques d'ici. Voilà. Professeur Okamba. Oui, le problème, c'est que c'est vrai, pour acheter les actions, il faut avoir un compte dans ces banques. Ben, ça, c'est pas compliqué à faire. Hein. Oui, on peut ouvrir un compte titre aussi. La situation du Congo aujourd'hui, pour que celui qui amène 10 millions et qui dit au banquier, ben, je vous donne 1 million et puis vous m'ouvrez le compte et je vais acheter ça, c'est vite fait. Hein. Je vous assure que c'est vite fait. Hein. Hein? Vous et moi, ça c'est vite fait. Bon, donc c'est vrai que les banques n'ont pas intérêt à encourager ce genre de pratique parce que ça va de leur renommée, ça va aussi de leur crédit. Parce que les banques qui s'engagent dans des opérations de ce genre, bon, c'est quand même des petites opérations hein, pour les banques. 4 milliards de francs CFA, c'est rien du tout. Donc, une banque ne va pas perdre son âme pour une somme aussi minable. Voilà, c'est ça. Étant, il faut comprendre que le Trésor congolais a besoin de plus de 76 milliards de crédits. Bon, donc si la première opération a marché, bientôt on aura peut-être une deuxième, peut-être on aura une troisième. Il y en a beaucoup qui a été prévu, hein. C'est pas la première. Mais oui, le risque c'est que le taux que nous avons ici, plus la dette du Congo augmente, plus le taux qu'on a aujourd'hui à 70% va augmenter aussi. Ouais. Et donc, le risque aussi. Et donc, c'est une opération. Ce risque-là est plus important que celui de blanchiment, en fait, hein, s'il faut juste résumer les choses. Oui. Et le risque avec que le taux augmente par rapport à la dette et par rapport au blanchiment, il est un peu minimisable. Oui, c'est que les deux, l'investisseur et le trésorier, risquent de tout perdre d'un coup. C'est ça le problème. Donc, ce sont des opérations qu'il faut mettre en place avec beaucoup de prudence. Vraiment les faire quand c'est nécessaire et ne pas en faire un système de gestion des fonds du Trésor. Le Trésor ne peut pas dépendre que de ça. Ça doit être quelque chose d'exceptionnel vu le contexte dans lequel se trouve le pays. Voilà, pour terminer sur ce sujet, il y a Herman Yoga qui dit: le problème vient également du fait que le Trésor public joue le rôle d'une banque. Ce qui rend complexe les opérations de traçabilité. Il y a Étienne Makosso, la discussion tourne trop sur cette affaire de recyclage d'argent sale, mais nous savons que les banques ont des parts de capitaux de ces délinquants en col blanc. Le trafic d'influence existe, la BGFI est détenue par les gens que nous connaissons. Donc voilà que finalement, comme disait le professeur Okamba, le contexte est aussi perméable pour qu'on arrive parfois à des opérations non conformes vers l'ABKBK. Oui, on ne va pas ici tout ce que les commentaires qui sont faits, ce sont les faits qu'ils avancent. La société humaine est ainsi.
Mais il faudrait à un moment donné qu'on s'efforce à aller un peu vers la transparence, vers la performance. Moi, ce que je sais, que j'ai du mal à penser, à considérer qu'une banque puisse accepter de se mettre en non-conformité pour favoriser une opération avec des fonds provenant de l'extérieur. Et quand bien même une banque viendrait à le faire, ben, c'est condamnable. C'est condamnable. Donc, tous ces actes-là sont condamnables. Mais là, il se trouve que le process, c'est-à-dire que le marché obligataire ne doit pas être rejeté ainsi. C'est un marché favorable pour les États, parce que les États ont toujours besoin de trésorerie. Quand un État vote un budget, parce qu'au début, on disait que ouais, le Congo a prévu un excédent budgétaire de 219 milliards, mais cet argent n'existe pas encore. Hein? Les recettes budgétaires là, ne sont pas dans la caisse de l'État. Cet argent n'existe pas. Alors, comment les gens pensent, comment un État fonctionne? Mais un État fonctionne, c'est le trésor public qui fait fonctionner l'État. C'est la trésorerie. Parce qu'aujourd'hui, avant que l'État reçoive ses recettes, il doit dépenser. Mais il va dépenser avec quoi? Lorsqu'on a un pays où les recettes fiscales ne rentrent pas, où vous avez les entreprises qui ferment, où vous avez les fonctionnaires, tout le monde, les retraités n'ont pas leur salaire, ils vont consommer quoi? Donc les recettes fiscales ne rentrent pas. Mais pendant ce temps, qu'est-ce que l'État va faire? L'État, lui, il doit dépenser. C'est-à-dire arriver à payer quelques arriérés, arriver à payer quelques médicaments, mais tout ça, il faut avoir l'argent. Et d'où l'importance des BTIA. Mais sauf que, et je le redis, c'est pas pertinent pour le Congo de le faire. Mais pourquoi? Parce que vous voyez, qu'est-ce qui influence ce marché, les taux d'intérêt? C'est la note du pays. Vous avez toutes les deux grandes agences de notation, ils ont dégradé la note du Congo avec perspective négative. Donc forcément, si vous allez sur un marché financier, vous allez emprunter à des taux élevés. Et c'est ce qui arrive au Congo. Et alors que le Congo aurait pu le faire lorsque il exposait ses excédents, lorsque il prêtait même dans les pays tiers, et lorsqu'il avait ses 1000 milliards tranquilles dans un compte. C'est en ce moment-là qu'il fallait rentrer dans ce marché obligataire. Sauf que là, il rentre. Tu vois, l'impression que ça donne, on fait tout à la hâte, quoi. C'est-à-dire qu'on voit finalement, ça devient chaud, là. C'est ça qui est regrettable. Oui. Voilà. Le Congo a quand même perdu 6 points, hein, 6 points par les agents de notation entre 2014 et 2018. Ouais, c'est énorme. 6 points, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Donc, la situation financière du pays est quand même assez préoccupante. Il faut le dire. Pour Exactement. que nos autorités puissent vraiment se pencher sérieusement sur ce problème de la dette qui apparemment, les gens sont installés dedans et on a l'impression que tout le monde est content. Et non, le pays ne peut pas rester avec une dette pareille. Donc, il faut trouver, en tout cas, des moyens pour réguler la dette. Et il existe des outils pour cela.